Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue sur Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'oublier la crise, vous savez, la crise que vous savez, pour se faire plaisir, pour parler littérature, et nous avons convié trois des romanciers les plus populaires de l'époque actuellement en librairie, et je vais d'ailleurs immédiatement vous les présenter. Tout d'abord, elle est à mes côtés, Tatiana Dronay, bonjour. Bonjour. Vous publiez Les Fleurs de l'ombre aux éditions Robert Laffont et Héloïse d'Ormesson, et puis on la voit à l'écran, Virginie Grimaldi, bonjour. Bonjour. Et que ne durent que les moments doux, c'est votre ouvrage publié aux éditions Fayard. Et puis enfin, grâce au miracle de la technique, Joël Dicker qui est en Suisse. Bonjour Joël. L'énigme de la chambre 622, c'est votre livre aux éditions Bernard de Fallois. Évidemment, on va comprendre tout à l'heure pourquoi c'est évidemment aux éditions Bernard de Fallois. Je vais présenter brièvement, tout d'abord, le livre de Tatiana Dronay qui met en scène une écrivaine fraîchement séparée de son mari qui se voit proposer en location un appartement à vil prix alors qu'il est plutôt bien placé dans une sorte de dystopie puisque ça se situe dans un futur qui fait un peu peur après un attentat qui a frappé Paris. Le choix du lieu est un choix important et c'est votre première dystopie, votre première histoire dans ce futur un peu terrible, Tatiana Dronay. Oui, moi je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman d'anticipation. Ce n'est pas d'ailleurs quelque chose, le genre de littérature que je lis d'habitude, à part Margaret Atwood, que j'admire évidemment beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve que la Servante écarlate et la série qui en était tirée a été tellement inspirante et tellement... permet d'exploser un petit peu les limites du futur, de ce qui pourrait se passer. Et je n'avais jusqu'ici jamais... je vais toujours pencher sur le passé, en fait. Et là, mais sans me dire, je vais écrire un roman d'anticipation ou une dystopie, j'ai imaginé donc ce futur très proche, puisque c'est dans une quinzaine d'années. Et donc cette romancière, qui est assez échaudée, puisqu'elle vient de se séparer, et on va découvrir pourquoi, de son mari, elle emménage dans une espèce de résidence d'artistes très très moderne où tout pourrait vraiment aller très bien, tout est programmé. Tout a l'air parfait. Voilà, elle a même une assistante virtuelle qui s'appelle Mrs. Dalloway qui s'occupe de gérer son quotidien, sa sécurité, l'appartement. Donc elle pense qu'elle va pouvoir écrire. Voilà, on lui dit qu'on va la loger là parce que l'entreprise qui s'occupe de cet ensemble dit « Nous accordons une importance capitale à l'essor des arts sous toutes leurs formes. La création artistique est notre priorité absolue. » C'est un peu trop beau pour être vrai. Vous accordez de l'importance au lieu où vous habitez, Tatiana Mais oui, Dronay. j'ai toujours exploré les lieux dans mes livres. Et donc ici, j'ai décidé d'aller... un fil conducteur, y compris votre premier d'ailleurs. Et j'ai décidé d'aller au fond de pourquoi les lieux m'intéressent autant. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'évoquer dans ce roman deux ombres littéraires immenses, deux monstres sacrés de la littérature, qui sont Virginia Woolf et Romain Gary, qui sont aussi très attachés aux lieux, qui ont écrit sur les lieux. Et d'ailleurs, je suis allée moi-même dans la maison de Virginia Woolf, Monk's House, près de Brighton, et j'ai été très inspirée par ce que j'ai vu et ressenti là. En fait, je faisais un tournage, pour rien vous cacher, avec un de vos confrères, le sémillant Augustin Trapenard. On a tourné là. Et j'ai été très inspirée par ce que j'ai ressenti là. Et en fait, ce qui m'intéresse, les lieux sont les endroits où on peut imaginer ce qui s'est passé, mais où on peut ressentir aussi ce qui s'est passé. Et donc, ce livre est une invitation à la paranoïa, inspirée par un lieu hyper connecté, moderne. Mais là où dans mes romans précédents, l'ennemi pouvait être le voisin du dessus ou la mémoire des murs, là en fait l'ennemi est la maison elle-même, cette fameuse maison connectée, ce qu'on appelle les smart homes,
qui savent beaucoup trop de choses sur nous. Et donc justement, comment est-ce que l'intelligence artificielle s'immisce dans notre intimité à tous les niveaux? C'est ce que j'ai voulu explorer. Alors vous savez, l'un des avantages de la période actuelle, Tatiana, c'est qu'on peut voir l'intérieur des écrivains. Alors Joël, il triche un peu parce oui, que Joël, on voit rien. Virginie, on voit quand même où vous êtes. Il y a beaucoup de livres. Comment vous avez classé d'ailleurs vos livres? Vous les avez classés par couleur? Pendant le confinement, oui, je les ai classés par partie de couleur. Ceux qui ont rangé leur bibliothèque. Qui ont rangé toute la maison, oui. Pendant le confinement, on s'occupait comme on pouvait. Et oui, d'ailleurs, vous avez un intérieur raccord avec ce que vous racontez dans « Et que ne durent que les moments doux », autrement dit, l'histoire d'une mère de famille. En fait, il y a une superposition entre une histoire d'une mère de famille qui voit ses enfants partir et l'autre qui accueille un enfant prématuré. Je crois que c'est une histoire qui se rapporte un peu à la vôtre, Virginie Grimaldi. Oui, je m'en suis inspirée. Ce n'est pas mon histoire que je raconte, c'est toujours romancé. Mais en effet, ça m'a été inspiré il y a quelques mois par la naissance de mon fils qui est arrivé un petit peu trop tôt. Et l'histoire a commencé à se raconter dans ma tête quand il était en réanimation. J'ai eu besoin, je pense, de m'évader de ce lieu qui m'angoissait beaucoup. On a eu très très peur. On a vite été rassurés. On a vite su qu'il allait vivre, mais c'est toujours très très anxiogène. Et je crois que j'ai eu besoin de m'extirper de ce lieu, et en même temps, c'était des émotions brutes que j'ai eu besoin de poser sur papier rapidement. Et on retrouve là aussi l'une des choses qui a fait votre succès, Virginie Grimaldi. Vous aimez raconter des histoires de résilience. Oui, c'est vrai que la façon dont on se relève après être tombé, la façon, en fait, les points de bascule, ça m'intéresse beaucoup. Je suis fascinée comme on a la capacité de se remettre de tout. J'ai l'impression vraiment qu'on peut s'adapter à tout. Alors, on ne s'en remet pas forcément à l'endroit, on ne s'en remet pas forcément en aussi bon état, on est parfois un peu abîmé, mais j'ai le sentiment qu'on peut se remettre de tout, et ce sont des chemins qui m'intéressent beaucoup. Comment on fait pour se relever quand on est tout au fond? Voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi. Il y a un événement dont je pensais ne jamais me relever, qui est intervenu il y a 10 ans. Et j'ai réussi à me relever. Donc c'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve souvent dans mes romans. En lien avec l'écriture, cet événement que vous évoquez qui s'est déroulé il y a 10 ans, vous l'avez surmonté en écrivant? Non, je ne pense pas. Il y a un de mes romans qui évoque cet événement, mais je ne pense pas. Alors j'ai écrit pour moi, oui, j'ai écrit beaucoup, j'ai posé toutes mes émotions, mais je ne pense pas. Ça a dû contribuer à la guérison, à la réparation, mais ce n'est pas l'écriture qui m'a sauvée en tout cas. Tatiana Dronnet, justement, il y a différents traumatismes dans Les Fleurs de l'ombre, l'ouvrage que vous publiez chez Robert Laffont, et il y a en particulier la séparation, une séparation dans un contexte de tromperie, une tromperie que Clarissa, l'écrivain que vous mettez en scène, ne pardonne pas à son mari. C'est vrai qu'elle va découvrir une certaine forme d'adultère, on ne va pas en dire plus. Il s'agit d'un futur proche, on peut imaginer ce que ça pourrait dire. J'ai voulu aussi, à ma manière, c'est là où je rejoins Virginie Grimaldi, je m'intéresse aussi beaucoup à la résilience. Dans tous mes livres, j'essaye de comprendre justement comment on se remet après être tombé, comment on peut retrouver de l'espoir finalement dans des passages très sombres. Clarissa, au début de ce roman, effectivement, est confrontée à cette trahison de son mari, qu'on découvre à la fin, donc ne regardez pas la fin surtout. Mais il y a aussi tout ce qui incorpore au niveau du travail de l'écrivain lui-même. L'écrivain n'est pas un robot et donc est forcément fragilisé par l'émotionnel, par les traumatismes qui reviennent. Et dans cette maison un peu inquiétante, ultra connectée, qu'elle a dû paramétrer, on va découvrir justement que ces traumatismes reviennent petit à petit alors qu'elle pensait s'en être sortie. Donc c'est une forme de résilience aussi que je raconte là. Alors je précise quand même aussi, Guillaume, qu'il y a une fin lumineuse. Il ne faut pas croire que, parce que j'ai mis en scène une dystopie avec des éléments très angoissants concernant le futur, le climat, les insectes, les attentats, je voudrais que mes lecteurs comprennent qu'il y a quand même une fin lumineuse. On ne va pas dire un happy end, parce que ce n'est pas mon genre, mes lecteurs le savent, mais bon, je les laisse apaiser.
En tout cas, il y a beaucoup de points communs entre votre roman et celui de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Chez vous, Joël, il est question d'un écrivain qui poursuit une intrigue, d'un lieu inquiétant. Pourquoi avoir décidé, vous aussi, de mettre en scène un écrivain, Joël Dicker ? Mais je pense parce que c'est la question que je me pose depuis quelques années maintenant, qui est celle de qui sont les écrivains. Être un écrivain ne correspond pas du tout à une profession ou à quelque chose qui est protégé par un organisme, par un diplôme. Il n'y a pas une corporation officielle des écrivains de la même façon que si vous êtes psychologue ou psychiatre ou peintre ou physiothérapeute ou peu importe quoi, peu importe ce que vous faites, en général, un métier est défini par une corporation, par des études, par des gens qui valident ce que vous êtes et qui vous donnent un diplôme, un titre, qui vous permet de dire « je suis ce que je suis ». Être un écrivain, c'est plus compliqué parce que ça ne répond à absolument aucun diplôme, aucune qualification, rien. Est-ce un écrivain celui qui écrit pour lui-même une fois par année parce qu'il a 2-3 semaines de calme et qu'il écrit ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'un écrivain est celui qui écrit tous les jours, même si c'est que son journal? Est-ce qu'un écrivain est celui qui est publié par un éditeur et donc qui peut être lu par n'importe qui? Moi, je pense qu'être un écrivain qui a envie de l'être, qui se ressent en tant que tel, sans qu'on mesure s'il écrit plus ou moins, ou s'il est édité ou pas. Mais c'est une question que je me pose beaucoup parce que moi, je l'ai vécu. Pendant très longtemps, j'ai écrit des romans que personne n'a lus. Semble-t-il ce que vous racontez dans ce livre-ci, l'écrivain avec un E qui se prénomme Joël et le vôtre. Je cite un extrait de votre livre, Joël Dicker. « À cette époque-là, j'avais 26 ans, je venais de terminer péniblement mes études de droit que j'avais passées à écrire des romans. Tous les jours, au lieu d'aller à l'université, j'étais allé chez ma grand-mère qui avait libéré l'une des pièces de son appartement. » C'est vous ? C'est moi. Non, ça c'est bien moi. Alors attention, je précise ici que L'énigme de la chambre 622 est un roman, c'est-à-dire que c'est une fiction, mais la particularité de ce livre par rapport au précédent, c'est que de temps en temps, on a des petits interludes sous la forme de récits et dans lesquels je raconte mon amitié et l'aventure littéraire assez folle que j'ai vécue avec mon éditeur Bernard Defallois, qui est décédé en janvier 2018. Ça a été le point de départ du livre. J'avais envie de raconter Bernard à mes lecteurs, de raconter ce personnage absolument incroyable qu'il a été. Et donc ça a commencé sous forme de récit. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, mais au fond, je devrais rendre hommage à Bernard avec un roman, puisque ce sont les romans qui nous ont permis de nous rencontrer, lui et moi. Et j'ai englobé ces petites parties de récit dans un roman, dans une fiction, dans laquelle, par contre, j'ai gardé le prénom du narrateur dans la partie fiction Joël, par cohérence avec les parties de récit où il y a un Joël, mais dans le récit, c'est bien moi qui parle, alors que dans la fiction, le Joël qui est le narrateur est un personnage. Tatiana Dronnet, vous aussi, est une écrivaine. Je vous vois venir. Alors dites-moi la vérité. Clarissa pourrait être moi dans une quinzaine d'années. Elle est franco-britannique. Sauf qu'elle était géomètre avant. Hein. Moi, je ne l'ai pas été. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Mais vous avez une obsession pour les lieux. Oui, mais elle les mesurait. C'est une obsédée du cadastre. Moi, je suis allée au fond du cadastre pour essayer de comprendre justement d'où venaient mes obsessions. Mais Clarissa, c'est pas moi. Mais comme les lecteurs pensent que c'est moi, c'est rassurant. À la limite, je me dis, j'ai réussi à créer un personnage qu'ils pensent crédible et réaliste. Mais si vous me connaissiez un tout petit peu mieux, Guillaume, vous sauriez que c'est pas moi. Mais je vous laisse croire. Virginie Grimaldi, vous, votre roman, il est aussi bilingue parce qu'il est à la fois écrit en jeune et, j'allais dire, en français. Il y a des chapitres qui sont ponctués par des échanges de SMS où les jeunes en question écrivent en SMS. Oui, c'est Élise, la maman de 50 ans qui voit ses enfants quitter le nid, qui échange avec eux par SMS. Donc c'est vrai que les échanges ponctuent le roman pour apporter un petit peu de légèreté, parce c'est une maman très protectrice, qui leur envoie des textos pour savoir s'ils ont mangé assez de légumes, s'ils ont vérifié leur taux de cholestérol, si ce ne sont pas eux dont on parle à la radio dans l'incendie. Lorsqu'il y a des catastrophes, voilà. En fait, vous mettez en scène des angoisses
de la vie ordinaire, qui sont des angoisses terribles, le fait d'avoir un enfant prématuré, bon, dans une situation, disons, précaire, et puis une autre angoisse qui, elle, est moins prégnante, mais qui est là aussi, voir le nid se vider. Oui, c'est ça. J'avais envie de parler de ces deux instants charnières dans la maternité, dans la parentalité. Le moment où on devient parent, qui apporte son lot d'angoisse, que l'enfant soit prématuré ou pas, hein, d'ailleurs. Je crois que l'enfant naît, on met au monde en même temps un enfant et des angoisses. On n'est plus jamais tranquille. Et ensuite, le moment où on les voit quitter le nid et où on doit apprendre à cohabiter avec soit la solitude, soit son mari, soit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, dans le cas de mon personnage, elle doit apprendre à se connaître elle, parce que pendant 20 ans, elle s'est oubliée au profit de ses enfants. Et elle ne connaît même plus ses goûts. À un moment, elle se retrouve au cinéma, elle se dit « tiens, je vais aller me faire un ciné ». Et arrivée là-bas, elle ne sait pas quel film voir, parce qu'à chaque fois, elle allait voir des films qu'aimaient ses enfants. Mais alors, ça renvoie là aussi à un thème que vous avez souvent traité, des femmes, par exemple, qui s'oublient au fil de leur vie. Oui, alors je ne sais pas si je l'ai souvent traité. Oui, en effet. C'est à creuser. Je ne sais pas pourquoi. Je suis très intéressée par la maternité, en fait. C'est un lien tellement puissant. J'adore explorer ce lien-là. J'en parle souvent dans mes romans, en effet. Et puis, il y a des mères comme ça qui s'oublient. Il y en a d'autres qui, au contraire, ne s'oublient pas du tout. C'est très variable. Mais c'est un lien tellement fort, tellement sauvage, animal, que c'est un plaisir de le traiter. Et c'est très mystérieux, en fait, ce lien filial. Alors Virginie Grimaldi, pour avoir la réponse à votre question, peut-être qu'un psy peut être utile. En tout cas, Joël Dicker, vous, il y a l'un de vos personnages qui va en voir un pour comprendre l'un de ses actes manqués. Et il faut dire aux téléspectateurs que votre roman est le télescopage de deux mondes. Il y a donc l'écrivain qui mène une enquête, et puis il y a le monde de la banque patrimoniale suisse. Il ne faut pas imaginer, en fait, des traders. Ce sont plutôt des gens qui vivent dans un univers feutré et violent, bien sûr. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à ce monde-là, Joël Dicker ? Mais donc, effectivement, c'est l'univers de la banque privée, c'est-à-dire un univers très discret, dans lequel, historiquement, en Suisse, beaucoup de gens de l'étranger venaient mettre de l'argent à l'abri. C'est resté d'ailleurs aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'était un monde dans lequel parfois les gens échappaient au fisc dans leur pays. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais la banque privée reste un endroit privilégié parce que la Suisse est un pays calme et stable. La banque privée offre aux gens la possibilité d'avoir leur argent dans un endroit où on s'en occupe bien, on ne leur pose pas trop de questions, où ils sont. Voilà, il y a cette discrétion qui entoure ça. Et ce n'est pas du tout le monde du trading, de la banque d'action, de la banque sur le terrain. C'est un univers très feutré et très mal connu. Et je trouvais que c'était pas mal pour un écrivain d'utiliser justement cette liberté totale, puis c'est un monde qu'on ne connaît pas bien. Il y avait une liberté totale de créer la banque comme je la voulais ou telle que j'en avais besoin pour le roman. Il y a une histoire dans le roman, il y a l'héritage de cette banque qui se transmet de génération en génération, de père en fils depuis 300 années. Et voilà qu'un jour, le président de la banque décide de ne pas transférer cette banque à son fils, mais de laisser le conseil de la banque décider qui est la personne la plus à même d'en prendre les rênes. Et donc tout ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui est inventé, j'ai pu le faire parce que justement les banques privées sont des entreprises qui sont possédées par des familles et donc dans lesquelles on peut s'arranger un peu comme on veut. Donc c'était pas tant pour raconter le monde de la banque que surtout pour avoir un univers que je pouvais créer comme je le voulais. Et qui, évidemment, va dans le sens, dans la représentation que l'on se fait de la Suisse, puisque vous avez pris plaisir à mettre en scène votre pays, Joël Dicker. Oui, j'avais plaisir et j'avais très envie aussi de raconter un peu la Suisse et de placer un roman en Suisse. Après plusieurs romans qui se passaient aux États-Unis, j'avais envie de raconter ce pays qui est le mien et de le décrire aussi. C'était une occasion pour moi de parler un peu de mes sentiments pour la Suisse, pour Genève, la ville où je suis né et où je vis, et d'affirmer un peu cette identité suisse qui est la mienne et qui était pour certains, surtout en Suisse, pas très clair parce qu'on me disait mais vous êtes un auteur édité en France avec des romans qui se déroulent aux États-Unis, votre part de Suisse elle est où? Alors elle est évidemment intrinsèque à ce que je suis,
Je suis suisse, et donc peu importe qui m'édite et peu importe où se passent mes livres, je suis un romancier suisse, qu'on le veuille ou pas. Mais j'ai ressenti ce besoin de me reconnecter avec la Suisse aussi en faisant le terrain de jeu de ce roman. Ce qui est d'ailleurs le cas pour Paris, puisque Paris est l'un des personnages, ou en tout cas la toile de fond de cette dystopie, Tatiana Dronnet. Alors un Paris un peu inquiétant, puisque j'inflige à la Tour Eiffel quelque chose d'assez spectaculaire. C'est un Paris qui a été en partie reconstruit. Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que le Paris que je détruis dans ce livre est un Paris que j'ai beaucoup exploré, puisqu'il est présent dans tous mes romans, que ce soit Rose, où j'explore comment Haussmann a repensé Paris, dans Elle s'appelait Sarah, dans Sentinelle de la pluie, où je mets en scène une crue majeure de la Seine qui se passe maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Paris. À Paris. Non, j'en veux pas, Paris, j'en veux pas, je suis fascinée par Paris. Mais c'est vrai aussi que imaginer Paris dans un futur proche me plaisait beaucoup, même si... je vous rassure tout de suite, hein, je n'ai pas effacé Paris de la carte du tout, mais j'ai voulu explorer ce Paris futur un peu angoissant. Alors c'est une dystopie qui se termine bien, tandis que Virginie Grimaldi, on vous a collé un peu à tort l'image d'être une écrivaine de feel-good books, de livres qui mettent de bonne humeur, alors qu'en fait il n'y a pas que cela dans vos ouvrages, et finalement on le voit bien dans ce dernier livre d'ailleurs. Non, alors j'ai rien contre les étiquettes, hein, même si je trouve qu'elles cantonnent un petit peu elles nous restreignent un peu, et je ne déteste pas entendre dire que mes livres font du bien, il y a pire, mais je me dis pas quand je commence à écrire un roman, je vais faire du bien, il va se terminer bien. On parlait de happy end tout à l'heure, mes livres ne se terminent pas toujours bien, même rarement. Je tiens à raconter la vie, pas à l'enjoliver, pas à la rendre plus légère. Donc, je ne sais pas pourquoi on m'a collé cette étiquette. Peut-être parce que je mets de l'humour. J'ai un petit peu de distance avec de l'humour, mais c'est plutôt de l'humour cynique. Et en tout cas, j'aborde des thèmes qui me touchent beaucoup et qui sont, je crois, pas tellement légers. On a parlé, Joël Dicker, de la manière dont vous rendez hommage à la Suisse, à la littérature, et il y a l'un des fils que l'on perçoit, qui est celui de Belle du Seigneur, le roman d'Albert Cohen, qui est présent au travers notamment d'une histoire d'adultère, et puis parce que c'est probablement l'un des plus suisses des écrivains auxquels on pense, en tout cas, Belle du Seigneur, Joël Dicker. Oui, absolument. Alors, c'est l'auteur genevois qui, à mon avis, a rendu le plus bel hommage à Genève dans la littérature. Belle du Seigneur est le roman qui m'a donné envie de devenir un écrivain. Je me rappelle quand j'ai lu ce livre, et dans la version poche, je crois que le livre va faire 1200 pages. Et à chaque page que je lisais, je me disais, plus que 1100 pages. Mon Dieu, plus que 1050 pages, plus que 900 pages. Et chaque page qui passait était une angoisse parce qu'elle était lue et que je ne pourrais plus retrouver. Alors je savais que je relirais ce livre, c'est un des rares livres que je relis, mais je savais que la relecture ne serait pas pareille parce qu'il n'y aurait pas cette virginité extraordinaire, ce moment unique quand vous découvrez un roman qui vous plaît autant. Et j'avais envie aussi de lui rendre hommage à travers ce livre. Il y a d'autres auteurs, hein, le livre est parsemé d'hommages à différents auteurs, parce que je reste aussi dans cette idée de cette question dont on parlait avant, de l'écrivain. Qui sont les écrivains? Comment est-ce qu'on devient un écrivain? Puis toutes ces questions qu'on nous pose souvent à nous auteurs, on dit mais comment vous avez eu cette idée? C'est votre inspiration? Vous vient de quel endroit exactement? Comme s'il y avait une boîte magique dans laquelle on ouvrait, on piochait dedans différents éléments du livre, alors que ce qui nous inspire, et je parle sous le contrôle de mes deux collègues ici, mais je crois que ce qui nous inspire, c'est absolument tout. C'est très difficile de savoir ce qui nous inspire ou ce qui ne nous inspire pas. Parce que notre inspiration, c'est une énergie qui est alimentée par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on lit aussi. Mais un livre qui nous plaît, évidemment qu'on aura envie de faire quelque chose d'un peu similaire dans les sentiments qu'on a pu éprouver pour ce livre. Mais un livre qui ne nous plaît pas, on a justement aussi envie de nous en inspirer pour ne pas faire un livre qui ressemble à ça, parce qu'on identifie les éléments qui ne nous plaisent pas et qu'on essaie de ne pas les reproduire ensuite. Donc, ce qui ne nous plaît pas est une inspiration aussi. Donc voilà, c'est très difficile de mettre des limites à ça.
Et puis, il y a le lien, alors on parlait de la représentation de l'écrivain, il y a son lien avec le lecteur, et c'est ce que, là aussi, vous racontez, Tatiana Dronay, dans votre roman. Il y a Mia White, une lectrice qui écrit à Clarissa. Alors, il y a cette jeune lectrice, effectivement, à une époque où les gens lisent moins. Donc, Clarissa est très troublée et émue de recevoir la lettre d'une jeune femme de 19 ans qui a l'air de connaître son œuvre par cœur. Donc, dans le livre, qui est vraiment Mia White? Est-ce qu'elle veut vraiment du bien à Clarissa? C'est un petit clin d'œil aussi, cette façon d'écrire aux auteurs. Je sais que mes deux collègues ici présents communiquent beaucoup avec leurs lecteurs comme moi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans cette période de confinement, je ne sais pas comment on aurait fait autrement. Moi, j'ai eu un livre qui est sorti 2 jours avant la fermeture des librairies, donc ça a été un peu difficile. Vous êtes sorti après. Donc j'ai communiqué avec mes lecteurs beaucoup sur les réseaux sociaux et ça m'a mis du baume au cœur. Virginie Grimaldi, votre communication avec les auteurs, avec les lecteurs, parce que justement vous êtes née suite à un blog, vous êtes née comme écrivaine. Quels sont vos liens aujourd'hui avec ceux qui vous lisent ? Ils sont essentiels, ils font partie vraiment de l'aventure extraordinaire que je vis depuis quelques années. Et je me dis souvent que si j'avais été publiée il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, ça n'aurait pas eu la même saveur, parce que là, au-delà de l'écriture qui m'apporte beaucoup, le retour des lecteurs m'apporte encore plus. C'est ça la thérapie en fait, c'est de savoir qu'on est tous un peu les mêmes, qu'on ressent tous les mêmes émotions et de créer un lien comme ça, c'est très important pour moi. Un dernier mot, Joël Dicker, à ce sujet. Quel lien avez-vous avec vos lecteurs ? Oui, c'est un lien qui est très important pour moi. Ce que Virginie dit sur le retour qu'on a, c'est très juste, parce que c'est une chance absolument incroyable d'avoir autant de gens qui nous lisent et de pouvoir savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils ont compris. Est-ce que ce qu'on a voulu dire a été clair ou pas? Et je me souviens, jeune auteur, quand je devais supplier 3 amis pour lire mon livre, c'était difficile. Avoir aujourd'hui des milliers de personnes qui vous écrivent, qui vous répondent, qui vous disent justement, qui vous donnent ce retour, c'est vraiment une chance. Et puis, la possibilité quand même d'être connecté comme ça à des lecteurs du monde entier, c'est absolument extraordinaire. Et c'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui, grâce à la technique également. Joël Dicker, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois. Virginie Grimaldi, et Que ne durent que les moments doux aux éditions Fayard. Et enfin, Tatiana Dronay, Les fleurs de l'ombre aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.